de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Nous continuons à recevoir les candidats aux législatives des 11 et 18 juin. Avec ce midi, Pascal Vittori, candidat du mouvement Tous Calédoniens dans la seconde circonscription. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation. Nous avons déjà eu l'occasion de vous recevoir sur cette antenne, bien sûr, dans le cadre de cette campagne. Mais tout de même, pourquoi cette candidature? C'est quoi votre objectif? Écoutez, mon objectif au départ, c'était pas d'abord c'est pas de déposer des candidatures pour déposer des candidatures. Simplement, avec Wilfried Weiss, on est des élus de terrain, des élus communaux, et donc on s'est rapidement rendu compte de la situation dans laquelle se trouvait la Nouvelle-Calédonie. Une crise comme on n'a pas vu depuis 30 ans, depuis les événements. Crise économique, crise sécuritaire, crise sur l'avenir. Vous parlez d'une triple crise, oui, et vous voulez y répondre, vous. Votre objectif, c'est clairement d'être élu à l'Assemblée. Ah mais bien sûr, c'est d'être élu, de siéger, d'en profiter pour prendre contact avec le Premier ministre, avec le Président de la République, et pour influencer les décisions de l'État en Nouvelle-Calédonie, puisque l'État a quand même quelques responsabilités, notamment en matière de sécurité et notamment pour ce qui concerne l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. On va revenir sur votre programme qui est écrit, qui est préparé. Vous nous direz d'ailleurs comment vous l'avez établi. Mais sur la donne elle-même de cette campagne dans la seconde circonscription, il y a au moins 2 candidats déjà déclarés dans la seconde. Vous avez été le premier à le faire. Philippe Gomès, le député sortant, et Harold Martin. Comment est-ce que vous allez trouver votre place, on a envie de dire, entre ces 2 poids lourds? Écoutez, moi, d'abord, les poids lourds ne m'impressionnent pas. Ça fait longtemps qu'on essaie de me menacer avec des poids lourds. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt des Calédoniens. Voilà. Et donc ma campagne, elle est basée là-dessus, c'est-à-dire qu'on constate l'état de crise et on propose des solutions. Et je crois que quand on parle aux Calédoniens de leurs problèmes et qu'on essaie de répondre à leurs problèmes par des solutions, forcément, on est légitime. Et donc je crois que ma candidature, en plus du fait que je suis élu comme Wilfried Weiss dans la seconde circonscription, eh bien, ça nous légitimise. Vous êtes élu municipal, mais vous n'êtes plus élu territorial. Est-ce qu'on vous connaît suffisamment? Est-ce que vous avez une notoriété comparable à celle de vos adversaires? Oui, et est-ce que vous avez assez d'expérience? Mais bien sûr, écoutez, Elisabeth, il n'a échappé à personne que je fais de la politique depuis 1998, que j'ai été élu au Congrès et à la province de 2004 à 2014, que j'ai été membre du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Je passais à la télé toutes les semaines. J'ai été vice-président de la province sud, élu à Boulou-Paris. Je suis un des rares Calédoniens à avoir un réseau d'influence très important à Paris, grâce à mes amis donc les centristes et à l'UDI en métropole. Et donc les Calédoniens ont largement entendu parler de moi. Oui, j'ai fait la preuve de mon expérience, de ma compétence, tout comme Wilfried Weiss d'ailleurs, qui est maire de Koumak, qui a été longtemps premier adjoint, qui est vice-président de l'association des maires de Nouvelle-Calédonie et qui rayonne bien plus largement que sa commune de Koumak. Pourquoi Wilfried Weiss d'ailleurs? Vous êtes complémentaires tous les deux, un plutôt au nord de la circonscription et un plutôt au sud? C'est ça, c'est tout à fait ça. Et puis en plus, je vous le disais, Wilfried a une expérience qui est intéressante. C'est quelqu'un qui est apprécié justement pour son travail de terrain. C'est un homme de parole, de confiance. Et donc moi, j'aime avoir des amis en qui je peux avoir confiance. Et je crois que les Calédoniens ont besoin de candidats en qui ils puissent avoir confiance, de candidats crédibles, de candidats qui respectent leurs paroles. C'est important. La querelle des investitures, vous parliez de l'UDI. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce problème? Que Philippe Gomès ait reçu l'investiture, les Républicains UDI, ça a fait un certain bruit. On sait que Harold Martin en est très contrarié. Et vous, est-ce que ça vous dérange? Non, parce que d'abord, je pense qu'on n'est pas allé sur une investiture. Je pense qu'on accorde trop d'importance à ces investitures. Philippe Gomès et Sonia Lagarde ont été élus la dernière fois sans investiture. Philippe Gomès, toute sa campagne, a dit qu'il ne voulait pas de fil à la patte, qu'il voulait siéger en indépendant à l'Assemblée nationale, et ça l'a pas empêché d'être élu. Donc on accorde trop d'importance à ces investitures. Et puis depuis juin l'an dernier, on connaît les critères donc d'attribution des investitures par la Commission nationale des Républicains et de l'UDI. Et le premier critère, c'est on reconduit les sortants. Voilà.
Et le deuxième critère, donc, c'est la parité. On respecte la parité. Et le troisième critère, c'est on ne présente pas, quand on est républicain, de candidat face à un député UDI sortant. Voilà. Donc moi, je sais ça depuis juin 2016, et donc je ne suis absolument pas perturbé par ces annonces-là. Et vous n'avez pas demandé d'investiture, vous vous présentez sous l'étiquette du parti que vous avez créé, Tous Calédoniens. Nous avons fait le choix avec Wilfried Weiss de nous présenter sous une étiquette locale pour pouvoir rassembler plus largement. Il nous semble qu'à 1 an de 2018, les Calédoniens ont besoin d'être rassemblés et pas divisés par des étiquettes nationales. Alors justement, les divisions, donc je dis, il y a déjà ces 2 candidats. On parle aussi d'une candidature de l'UCF, Gilles Brial, dans la seconde. Est-ce que vous n'allez pas tous un peu vous marcher sur les pieds? Qu'est-ce qui va vous différencier, vous? Alors, je regrette ces décisions, si vous voulez. Nous, on a fait le choix à Tous Calédoniens de ne présenter qu'un seul candidat dans la circonscription où on était le plus légitime. Voilà. Et je pense que tous les partis loyalistes auraient dû faire de même. Ça aurait évité une trop grande division des loyalistes à 1 an de 2018. Et donc, je regrette que certains partis loyalistes aient décidé de présenter 2 candidats, un dans chaque circonscription. Je pense que certaines candidatures n'apporteront pas grand-chose en termes de voix, et donc ce sont des voix perdues. Ce seront des voix perdues qui vont se reporter sur ces candidatures-là. Alors il y aura sans doute aussi, même si pour l'instant son nom n'est pas connu, on n'en parle pas trop, d'un candidat indépendantiste. Le Palika en effet devrait participer à ces élections. Est-ce que les indépendantistes peuvent bénéficier de cette multitude de candidatures parmi les partisans du maintien dans la France? Alors je ne pense pas. Je ne pense pas parce que j'ai bien étudié donc les résultats des dernières élections législatives et on s'aperçoit d'une chose. D'abord, les indépendantistes pèsent lourd dans la deuxième circonscription, même si, les indépendantistes et les loyalistes pèsent lourd dans la deuxième circonscription. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que au deuxième tour, d'abord, l'ensemble des candidats appellent à voter donc pour le candidat loyaliste, et puis l'ensemble des électeurs se mobilisent, même ceux qui n'ont pas voté au premier tour, même les électeurs loyalistes qui n'ont pas voté au premier tour, se mobilisent encore plus pour le deuxième tour pour assurer un député loyaliste à la deuxième circonscription. Donc je suis pas inquiet sur le sujet. Pas de risque qu'un député indépendantiste soit élu cette année encore. Écoutez, il faut que les électeurs se mobilisent. C'est jamais gagné d'avance, mais j'ai confiance, j'ai foi en la capacité de nos électeurs loyalistes à se mobiliser suffisamment pour faire passer un député loyaliste. Alors vous-même, vous avez déclaré votre candidature le premier, je crois, dans cette seconde circonscription. Oui. Vous êtes sur le terrain depuis longtemps? Depuis le mois de septembre 2016 à peu près, on a commencé les premières rencontres, les premières réunions. Oui, moi traditionnellement je pars toujours assez tôt. D'ailleurs, je suis parti plus tard que ce que j'aurais voulu. J'aime moi partir 1 an avant l'élection. Vous voyez, commencer les premières réunions. Et qu'est-ce qui vous a retardé? Vous hésitiez à vous présenter ou... Non, c'était un petit peu toutes ces questions là, vous voyez, de répartition des candidats loyalistes qui me tracassaient un petit peu, et je voulais être sûr de faire le bon choix, de présenter le bon candidat au bon endroit et de diviser le moins possible les loyalistes. Et puis j'aime bien partir, je vous le disais, 1 an à l'avance. Pourquoi? Parce que je pense que c'est beaucoup plus respectueux de l'électeur que d'aller le voir bien en amont de l'élection, de discuter avec lui, d'échanger, de savoir quels sont ses besoins pour répondre au mieux à ses préoccupations. Alors Philippe Gomès, tu as commencé sa campagne aussi en faisant notamment le bilan de son mandat de ses 5 ans à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Et à quoi est-ce qu'on juge un bon député? Au résultat, à la situation de la Nouvelle-Calédonie, parce que je vous rappelle une chose, c'est que traditionnellement, le député en Nouvelle-Calédonie, c'est quand même le chef de la majorité. Voilà, ce qui est le cas. Et donc Philippe Gomès est élu depuis 5 ans, il a la majorité à la province sud depuis 5 ans, il a la majorité au gouvernement depuis 2015, et donc il est forcément responsable de la situation actuelle. Et quand on fait le bilan, on s'aperçoit que le bilan est catastrophique. On est dans une crise comme on n'a jamais connue depuis 30 ans. Et donc, alors évidemment, il fait le bilan de ses interventions à l'Assemblée nationale, c'est très bien. Il est beaucoup intervenu quand même. Oui, il est beaucoup intervenu. Il dit même qu'il est intervenu autant que les 3 autres parlementaires réunis. Sauf que quand on voit le résultat, on se dit que peut-être il faudrait intervenir un petit peu moins à l'Assemblée nationale et puis agir un petit peu plus sur le terrain. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Alors, vous, sur quel sujet vous voulez intervenir, justement? Vous avez essentiellement 3 thèmes de campagne. Mais d'abord, comment est-ce que vous avez préparé votre programme?
On entend les candidats à la présidentielle notamment expliquer qu'ils ont passé 3 ans sur le terrain, qu'ils ont rencontré des tas de gens, etc. Mais vous avez fait moi, comment ? j'ai pas passé 3 ans. Moi, ça fait 20 ans que je suis sur le terrain. Vous voyez, ça fait 20 ans que je suis au contact des Calédoniens. Donc, à partir des réflexions des Calédoniens, à partir des constats que l'on fait, à partir des études économiques qui sont réalisées, des études statistiques qui nous donnent l'état de la Nouvelle-Calédonie en ce moment, eh bien, on a réalisé ce programme et surtout, on a cherché à réaliser un programme qui corresponde aux préoccupations principales des Calédoniens. Parce qu'évidemment, on peut parler de beaucoup de choses. Quand je vais voir les agriculteurs, évidemment, je leur parle d'agriculture. Ça n'est pas dans mon petit document. Mais on a tenu à parler de sécurité, d'économie, d'avenir institutionnel, parce que ce sont les 3 préoccupations principales des Calédoniens. Qui dépassent d'ailleurs la seconde circonscription, qui sont des problèmes qui concernent l'ensemble de la Calédonie. L'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, mais le député est élu au niveau national, et donc un député peut se préoccuper de n'importe quelle question à n'importe quel endroit de la France. Une triple crise, dites-vous, économique, sécuritaire, crise sur l'avenir. Laquelle est la plus grave ? Ou laquelle préoccupe le plus les Calédoniens ? À laquelle faut répondre d'abord ? Écoutez, l'urgence en tout cas, c'est bien sûr la sécurité. On n'a pas connu une période comme ça, je vous le dis, depuis les événements. En 2 ans, on a connu une série de crimes incroyables. Enfin, Monsieur Montero à Païta, Monsieur Fels à Thio, cette jeune femme à Vavuto violée récemment, une mamie à Poya, une autre à Rivière-Salée, le diacre à Dimbéa. Enfin, en moins de 2 ans, on a connu une série de crimes et d'agressions très graves comme on n'a pas connu depuis les événements. On va vous dire qu'à partir de que comparé par exemple à la Guyane, dont on parle beaucoup pour l'instant, c'est rien, et que la Calédonie est quand même encore relativement préservée. Oui, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on attende d'arriver au stade de la Guyane ou au stade d'une guerre pour intervenir. Enfin, c'est pas possible. Quand vous avez des gens qui passent tous les jours devant la tribu de Saint-Louis pour emmener leurs enfants à l'école et que le papa est obligé de demander aux enfants de se coucher sur la banquette et que des gens reçoivent des balles et que les balles s'arrêtent à quelques centimètres des personnes, je veux dire, est-ce que c'est normal ça ? Dans une démocratie, dans un pays comme la France, est-ce que c'est normal ? Non, l'État a une responsabilité. Il a la responsabilité d'assurer la sécurité des personnes et la libre circulation. Et donc aujourd'hui, ça n'est pas fait. Et alors, il y a des responsabilités politique là-dedans, puisque je l'ai expliqué, le député, c'est celui qui est le mieux placé, puisqu'il siège à Paris pour interpeller le Premier ministre et le Président de la République, qui ont cette responsabilité-là. Et ces interpellations-là, elles ont été faites trop tardivement. Il a aussi la possibilité d'intervenir sur la justice, puisqu'à Saint-Louis, c'était un problème de justice. On savait depuis des mois qu'une vingtaine d'évadés du camp Est étaient dans la tribu en toute liberté, et que la justice ne donnait pas l'ordre de les interpeller. Et donc ça n'a pas été fait. Et puis enfin, en tant que chef de la majorité, le député aurait pu intervenir avec la province, avec le gouvernement, pour aider les communes, soit à créer des polices municipales là où ça n'est pas fait, soit à renforcer les polices municipales là où il en existe déjà. Et puis nous proposons, bien sûr, en plus de nouveaux dispositifs. Donc, oui, d'abord, qu'est-ce que vous dites, mettre un coup d'arrêt à l'insécurité ? Tout le monde sera d'accord, mais vous faites comment ? Eh bien voilà, c'est quoi vos mesures ? On propose, alors d'abord d'encadrer les bénévoles, parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui se fait, c'est qu'il y a dans certaines communes de l'agglomération des gens qui circulent en voiture armée, des bénévoles pour assurer la sécurité. Et ça, moi, je trouve que ça n'est pas une bonne chose parce que les bénévoles se mettent en danger et ça n'est pas leur rôle. Donc, il faut les encadrer au travers des associations de voisins vigilants, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire du renseignement, ils peuvent informer les gendarmes, repérer les voitures qui circulent et qui ont un comportement anormal. Tout ça permet de faire baisser la délinquance de 40% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur en métropole. Mais donc il faut adopter ces dispositifs. Ça doit être encadré. Ça doit se faire en relation avec les forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie ou les polices municipales. Et puis on a un autre dispositif également pour les bénévoles qui est le service civique volontaire qui permet à des bénévoles de faire des rondes dans les communes, de renseigner les commerçants, de prendre de l'information, de porter cette information aux gendarmes et ainsi de participer à une meilleure sécurité dans les communes. Ensuite, renforcement, je l'ai dit, des polices municipales, faire appel à des moyens comme les caméras de surveillance ou des moyens de surveillance privés, c'est-à-dire des sociétés de sécurité privées qui viendront renforcer à la fois la gendarmerie et la police municipale.
Et puis, on veut mettre en place également, au niveau communal, une réserve de sécurité civile qui permet d'encadrer, c'est un dispositif qui existe déjà en métropole, qui permet d'encadrer des jeunes et des moins jeunes et de les faire travailler avec les policiers municipaux ou avec les pompiers. Et donc ça a deux avantages. D'abord, ça les encadre de manière militaire, ça leur apprend un fonctionnement militaire, et ensuite, ça leur apprend le service public, le service d'autrui. Et puis, ça les met face à la réalité de la délinquance aujourd'hui, c'est-à-dire réalité de la délinquance routière, avec tous les morts que l'on connaît, réalité de la délinquance et de la violence au sein des familles, quand les policiers ou les pompiers doivent intervenir sur des bagarres ou sur des personnes qui ont été violentées. Enfin, moi, je pense que ces dispositifs-là sont de nature à faire réfléchir les jeunes et à changer leur comportement. Mais l'ordre public, c'est quand même de la responsabilité de l'État, vous le savez bien. Alors vous dites le député précédent ou les députés précédents sont intervenus trop tard. Pourquoi est-ce que l'État, à qui on reproche justement de pas tout faire pour établir son autorité en Calédonie, pourquoi est-ce qu'il vous écouterait plus qu'il a écouté vos prédécesseurs ? Alors d'abord parce qu'il faut une force de conviction, c'est-à-dire qu'il faut y être toutes les semaines. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut pas attendre que les événements s'aggravent, attendre 2 mois, 3 mois avant d'intervenir. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui n'a pas été fait, Elisabeth, c'est que si vous y allez tout seul, vous, député, très bien, vous êtes le chef de la majorité. Mais le rôle du chef de la majorité, quand on est loyaliste, c'est d'associer tous les partis loyalistes à l'action, à la majorité. Quand vous y allez avec tous les représentants loyalistes au Congrès, tous les parlementaires loyalistes, les représentants, les maires loyalistes des différentes communes, eh bien là, vous n'avez plus le même poids. Et moi, je peux vous dire que si le député avait fait ça, s'il avait réuni une délégation de tous les élus loyalistes de Nouvelle-Calédonie pour demander à l'État une intervention, ça ne se serait pas passé de la même façon. Il y a encore une proposition que je n'ai pas pu dire, Elisabeth, juste avant, c'est celle de créer un centre fermé de réinsertion par la formation pour les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand le jeune délinquant est devenu récidiviste, quand les parents ne sont plus en mesure d'assurer leur autorité, eh bien, il faut que la collectivité prenne le relais. Il faut sortir le jeune du milieu délinquant, le confier à des éducateurs spécialisés pour lui apprendre un métier et le réinsérer. Mais on ne peut le faire que dans un centre fermé. Il faut le couper du milieu délinquant. On fait assez de prévention en Nouvelle-Calédonie ou pas assez ? On a l'impression qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans les communes, par les provinces, par les associations. Vous pensez qu'il faut accroître cette prévention de la délinquance ? Mais je pense surtout qu'il faut concentrer les efforts sur les délinquants et sur les délinquants récidivistes. Vous voyez, par exemple, le service civique tel que le propose le gouvernement, qui coûte des centaines de millions pour quelques mois, et puis plus on prolonge la durée du service et plus ça coûte cher. D'abord, c'est quelque chose que la Nouvelle-Calédonie aura du mal à financer. Et ensuite, je pense que c'est disperser les moyens sur l'ensemble de la jeunesse, alors qu'en fait, seule une partie des jeunes pose problème. Et donc, il faut concentrer les moyens sur les délinquants récidivistes. C'est ça qui va porter ses fruits. Si vous êtes élu député, la sécurité, c'est vraiment le premier dossier. Ah, c'est l'urgence, c'est immédiat. Il faut intervenir immédiatement parce qu'il va y avoir des morts. Il y a déjà eu des morts, mais il va y avoir encore des morts, malheureusement. Et ensuite, c'est quoi le plus important, la crise économique ou la crise institutionnelle, enfin la sortie de l'accord? La sortie de l'accord, on a encore 1 an, mais c'est déjà trop peu, quoi. Vous voyez, comment se fait-il qu'on se pose la question à 1 an du référendum? Tout le monde, tous les leaders loyalistes avaient dit, on va préparer la sortie de l'accord, etc., etc. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Dernier comité des signataires, la partie du compte-rendu du comité sur l'avenir institutionnel, c'est le paragraphe le plus petit de tous. Voilà. Moi, j'aurais aimé au moins on propose aux Calédoniens un calendrier de sortie. Vous voyez, qu'on dise aux Calédoniens, on va se réunir donc avec les indépendantistes pour discuter de la date du référendum. On va fixer la date du référendum et avant le référendum, on va discuter pour que ça se passe dans le calme et dans la paix. Et puis après le référendum, vous le savez, avant la fin des 3 référendums, eh bien le statut tombe et donc il faudra qu'on se réunisse également pour savoir sur quel statut on repart. Est-ce qu'on conserve ce statut? Est-ce qu'on l'améliore parce qu'il y a certainement des choses à améliorer ou est-ce qu'on part sur un statut différent? Alors vous non plus dans votre programme, c'est pas ce qui prend le plus de place, hein, et ça s'appelle poursuivre notre histoire commune avec la France. Vous êtes bien sûr pour le maintien de la Calédonie dans la France, oui. Mais au-delà de ça,
comment on y arrive, comment on sort de l'accord de Nouméa? Vous proposez un calendrier, est-ce que c'est pas trop tard pour le mettre en place? Quelle est vraiment votre proposition concrète pour la sortie de l'accord? Alors, d'abord, moi, j'ai voulu être très clair. C'est-à-dire que j'ai dit, on a assez transféré de compétences. Voilà. Donc on arrête les transferts de compétences. L'article 27, on n'en parle pas, on le transfère pas. Non. Alors l'article 27, qu'est-ce que c'est? Il faut rappeler ce que c'est. C'est l'audiovisuel, par exemple. Alors je connais bien, je me suis occupé de l'audiovisuel quand j'étais au gouvernement. C'est moi qui ai fait venir la TNT. C'est grâce à moi que les Calédoniens peuvent regarder France 24, une chaîne, pour moi la meilleure chaîne française d'information en continu gratuite en Nouvelle-Calédonie. Parce que ça n'existait pas et les Outre-mer ont bénéficié de ce choix que j'avais fait moi au gouvernement. Et aujourd'hui, on pense même à la faire diffuser en métropole, ce qui n'était pas prévu au départ, puisque elle est destinée à l'extérieur. Et donc l'audiovisuel, ça coûte très très cher. C'est-à-dire essentiellement, c'est récupérer RFO. Et RFO, alors je sais plus, à mon époque, c'était entre 6 et 7 milliards par an. Vous voyez ? Donc je crois pas que ce soit très utile. Et pour faire quoi? Est-ce qu'on va améliorer quelque chose? Je crois pas. Donc moi je ne suis pas partant pour ça. Ensuite vous avez donc l'université et la recherche. L'université et la recherche, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Et puis vous avez donc le contrôle des collectivités, contrôle financier, contrôle de légalité, etc., etc. Et ça c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que imaginez que ce soit localement qu'on décide de nommer les juges qui vont contrôler les comptes des communes, qui vont contrôler la légalité des actes des communes ou des différentes collectivités de Nouvelle-Calédonie. Écoutez, on a déjà des difficultés aujourd'hui, et moi je pense que ce serait la porte ouverte à tous les abus et à tous les dérapages. Donc pas de transfert, on arrête les transferts, on a suffisamment transféré, mais on fait quoi? Il y a bien une consultation pour la sortie de l'accord en novembre 2018, là vous êtes d'accord, vous pensez qu'il faut la faire?